Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil, excellente matinée. Bienvenue en ce 17 mars, ici sur Canal, au 21 boulevard des Martyrs. On se retrouve comme d'habitude. C'est le dernier jour de la matinale week-end. Bonjour d'Algérie week-end, vendredi, samedi et dimanche. On salue toute l'équipe en régie et ici en studio. Et évidemment, vous, où que vous soyez. Et ce matin, sur notre plateau, orthophoniste et pédopsychiatre Salim Abbès et Nadia Oufla. Ils seront là sur le plateau pour développer tout plein de thématiques liées forcément à l'enfance, à la banalisation du diagnostic de l'autisme aussi. On va y revenir à parler, vous savez, depuis le 14, c'est la journée nationale des personnes à mobilité réduite, c'est la journée nationale du handicap. Et ce matin, on va parler de l'autisme avec nos deux invités ici sur ce plateau. Comment diagnostiquer, comment les accompagner, les enfants autistes forcément, comment les aider à s'insérer dans la société et comment changer le regard de la société sur les personnes autistes, les enfants notamment. On en parle avec Nadia Oufla et Salim Abbès. Aussi, Jahida Djouhri, elle est artisane, elle est dans la pâtisserie. C'est un tout autre domaine, là, c'est un changement à 180 degrés. Avec un projet en sèche, on en parle avec elle. Retour sur son parcours, on va revenir également sur son parcours d'un côté et de l'autre. L'investissement qu'elle a mené, l'expérience qu'elle a vécue de l'autre côté de la Méditerranée, ici forcément, on va parler de l'entreprise qu'elle a montée, on va revenir sur la fiscalité, les difficultés de tous les jours, du quotidien, et elle sera là en tout cas pour témoigner dans cet espace lié et à l'emploi, et à l'investissement, et à l'entrepreneuriat en particulier. Tout à l'heure, Myriam Oussaïd, l'équipe du dimanche. Myriam Oussaïd et Siam Knouch, ça c'est comme d'habitude, l'une parle des plantes, l'autre va parler de ses contes, mais aussi, aujourd'hui avec Myriam Oussaïd, on reçoit une invitée, elle s'appelle Naïma Slibi, elle est apicultrice. Ce sera l'occasion de revenir un peu sur, elle aussi, sur son investissement. Elle a lancé son entreprise à elle, avec Atman Slibi d'ailleurs, madame et monsieur. Au passage, ce sera l'occasion de parler des produits à base de miel, de revenir également sur... c'est son frère, pardon, c'est pas son époux. Autant pour moi, excusez-moi. Ça corrige très très vite en régie, c'est très très bien. Alors du coup, c'est particulier. Alors du coup, ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va parler de comment lancer une entreprise, comment gérer des employés dans une entreprise. C'est une meneuse d'hommes en réalité. Hein. Et une dame qui a réussi dans son domaine. C'est peut-être l'occasion de découvrir un peu tout cela. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à nous écrire, notamment sur Mahrez Rabia sur Twitter et sur Facebook. Vous tapez Mahrez Rabia, Mahrezrabia, sur les deux réseaux en particulier. Bon, après vous avez Instagram, c'est un peu moins sérieux, mais sinon sur Twitter et sur Facebook, et vous pourrez suivre toute l'actualité et de l'émission et toute l'actualité en général. Celle qui va présenter la météo ce matin, c'est vous, Frédéric Cher, bonjour. Bonjour à vous. Et c'est parti pour les tendances du ciel. Quel temps ce début de semaine? Réponse avec quelle? Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, et la météo du jour, c'est avec Frédéric Cher. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravi de vous retrouver. Eh bien, c'est une belle journée qui s'annonce encore une fois. Un temps printanier au nord comme au sud. Rien n'empêchera le soleil de briller au courant de cette journée. On notera un ciel voilé en fin de journée au nord Sahara. Ces nuages seront sans conséquence. Regardez, la carte parle d'elle-même, rien à signaler. Les températures, les voici. Elles seront elles aussi très agréables pour la saison, voire même printanières par endroit, avec 27 degrés à Relizane et Chlef, c'est le maximum, 26 à Tlemcen, Oran, 25 à Alger, à Tizi Ouzou, Sétif, 23 à Nabas, Kikda, le minimum 19 à Betna. Sur la partie sud, on relèvera 26 à Bchar, Gardaya, 29 à Biskra, 32 Ilizi, Adrar, Ain Salah, 30 à Tindouf, Tamanrasat, Janet. Et la température la plus élevée, ça sera pour l'extrême sud avec 37 degrés à Borj Badi Mokhtar et Angzam. Place ce matin au continent européen. Aujourd'hui en Europe, la grisaille sera tenace. Le temps sera pluvieux et variable. À Paris, à Bordeaux, à Dublin, Berlin, Copenhague et Berne. Le soleil s'imposera à l'est du continent. Même chose pour le sud. Avec un maximum de 21 degrés aujourd'hui à Bucarest, Budapest, Athènes, 18 à Rome. Même chose aussi pour Madrid sous un ciel souvent voilé. 18 aussi à Lisbonne, 11 à Paris, 10 degrés à
Londres, à Dublin 3, 13 plutôt à Bordeaux, Berlin et le minimum 8 à Copenhague sous la pluie. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h55. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, bien sûr, qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée, agréable moment avec vous, Mahrez. Profitez du soleil et à tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, et à midi, prochain rendez-vous avec la météo. Dans quelques instants, Nadia Oufla, Salim Abbas, on va parler de la prise en charge et du diagnostic de l'autisme. Ce sera juste après cette première pause musicale. Si vous le permettez, un peu de musique, ça adoucit les mœurs, à ce qui paraît. Edday.
Voilà, c'était le groupe Day. Excellente matinée à vous tous. Et on va parler de la prise en charge de l'autisme ce matin, le faux diagnostic en particulier. Ça, on y revient avec nos deux invités aujourd'hui. Nadia Oufella, bonjour. Vous êtes psychologue orthophoniste. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Salim Abbès, alors vous êtes psychiatre. Tous deux, vous êtes cabinards. L'une est installée du côté de Louiba, l'autre à Dalbeda. Bienvenue ici sur le plateau. Et aujourd'hui, on va revenir à quelques semaines de la journée du 2 avril, journée mondiale de l'autisme. On va parler du faux diagnostic. Alors, vous insistez beaucoup sur cette thématique-là, la banalisation et le faux diagnostic de l'autisme. De l'autisme. Et on en parle ce matin avec vous. D'abord, comment pourrait-on définir l'autisme pour ceux qui ne le sauraient pas ? L'autisme, on peut dire, c'est le détachement un peu de la réalité extérieure, du monde extérieur, accompagné par un repliement sur soi-même. Voilà, une petite définition. L'autisme de l'enfant se manifeste comme un trouble du développement qui concerne l'ensemble des moyens de communication et de contact avec autrui, mais aussi les différents domaines d'acquisition de l'enfant. Ouais. Alors, l'autisme, c'est un trouble envahissant du développement. Il touche tout ce qui concerne la communication de l'enfant avec son milieu, ainsi que les autres acquisitions, qui veut dire, par exemple, l'autonomie, l'acquisition de l'autonomie, acquisition de autonomie alimentaire. Absence du langage. Non, c'est la communication. L'autonomie alimentaire et sphinctérienne, et la motricité générale, la motricité fine, etc. Par exemple. La banalisation, pourquoi la banalisation ? Pourquoi la banalisation ? Parce qu'on retrouve ce terme un peu partout, dans des salons de coiffure, dans des salles de fête. Vous voulez dire quoi, on retrouve ce terme ? On le trouve un peu partout. Ah, au sens où les gens dans le langage commun disent « mais tu es autiste » ou quoi ? Tout le monde est devenu professionnel. Tout le monde est devenu professionnel de la santé et tout le monde diagnostique à sa manière le diagnostic de l'autisme ou l'enfant autiste. Vous avez des exemples concrets ? Énormément. Ces derniers temps, on voit des gens, par exemple, surtout au niveau de l'école, des enseignants, même des directeurs, je m'excuse, qui disent aux parents des enfants, ils convoquent les parents des enfants, des parents, et ils disent ils signalent que leur enfant est autiste. Moi, j'ai une pièce carrément convaincante. Un enfant où la maîtresse a écrit carrément sur son livre comment elle a fait le diagnostic. Attention au micro. Oui. Ah, donc ça, c'est une photocopie. C'est une copie du document officiel. Officiel. Sur le cahier de classe. Scolarisé, il est en quelle année celui-ci ? Il est en première année. Et en première année scolaire, une enseignante de l'éducation nationale, bah oui, parce qu'elle n'est pas, c'est pas une école privée, que je sache. Non. Une école publique. Donc une enseignante qui écrit sur Daftar al-Anshita. Et sur le cahier de classe aussi. Et sur le cahier de classe aussi. Voilà. Et il y a plusieurs cas à citer. Et comment vous avez eu les copies de cette... c'est la maman qui me les a ramenées. Parce qu'elle était très inquiète, donc elle est venue pour le diagnostic de son fils. Elle est venue... Et vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas autiste ? Oh oui, donc je l'ai orienté directement chez un pédopsychiatre, chez un professionnel de santé, voilà exactement. C'est ça la banalisation pour vous ? C'est le diagnostic maladroit fait par des personnes non habilitées déjà. Parce que si vous n'êtes pas médecin, je veux dire, de quoi tu te mêles ? C'est ça. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, la banalisation aussi, je pensais que vous alliez parler aussi du fait que c'est devenu très banal aussi de croiser des personnes. Alors, vous êtes dans les vapes, vous êtes en train de réfléchir et ils vous disent, t'es autiste ou quoi ? Par exemple, dans une salle de fête, écoutez, on va dans un mariage, on voit un enfant court ou un enfant qui prend des gâteaux, donc... ils vont dire carrément à sa maman, il faut voir un psychologue ou un psychiatre, ton fils n'est pas normal. C'est choquant. Oui, allez-y.
Le fait de dire, un vendeur peut le faire dans un marché, il touche dans un magasin. Moi, je témoigne à ça. Dans un magasin, et ben, un vendeur carrément, il lui a dit, c'est pas normal, ton fils touche comme ça les vêtements, il faut voir un spécialiste, peut-être il a de l'autisme. Alors qu'un enfant, c'est normal qu'il touche un peu tout. Oui, docteur. Non, ce n'est pas, c'est bon, s'ils lui disent s'ils déclarent, par exemple, ou ils signalent l'enfant, qui n'est pas normal, ils disent aux parents d'aller voir quelqu'un, d'aller demander. Pour vous, c'est une démarche normale? Normale, peut-être, oui, normale. Enfin, d'une certaine manière, c'est comme un diagnostic. L'étiqueter. C'est ça, c'est ça. De confirmer le diagnostic, de dire que cet enfant est autiste, là, c'est non. La confirmation de l'autisme doit être faite par un professionnel de la santé. En plus. Ce qui est normal. On doit éliminer toute organicité. Il y a une batterie de tests et des étapes à respecter. Et ça, on va en parler si vous le permettez, parce que là, vous avez commencé avec la banalisation de l'autisme. Donc du coup, et le faux diagnostic d'ailleurs chez l'enfant. Ça, on en parle dans quelques instants si vous le permettez. On va revenir dessus. On va revenir sur les tests également à accomplir, à effectuer. Nous reviendrons également sur la prise en charge si vous le permettez. Vous en tant que psychologue orthophoniste, vous en tant que psychiatre. Mais ça, ce sera juste après ce reportage de Sabrina Khalifi, qui parle, elle aussi d'ailleurs, de la banalisation du diagnostic de l'autisme. Elle est allée dans une crèche et elle a été à la rencontre de spécialistes, mais aussi qui partagent surtout quelques éléments qui seront très intéressants pour vous, pour en savoir plus sur l'autisme. Allons-y. L'autisme semble être le nouveau mot à la mode de l'heure et les autistes semblent être un nouveau genre humain. L'autisme, c'est un détachement de réalité extérieure accompagné d'un repliement sur soi-même. Donc, mais l'autisme, le mot autisme, TED ou TSA, qui a plusieurs appellations, c'est un trouble qui est partout. On l'entend dans des salons de coiffure, dans les fêtes de mariage, dans le marché, etc., dans des magasins, etc. Donc tout le monde est devenu spécialiste de la matière de l'autisme. Donc si on va à une fête de mariage, on voit l'enfant tourne ou bouge, c'est un autiste. On voit un enfant marche sur les pointes des pieds, c'est un autiste. C'est-à-dire cet enfant est devenu taxé partout. L'autisme est un repli sur soi et absence du contact social, ce qui mène les gens à le confondre avec d'autres troubles pouvant avoir des symptômes en commun, comme le mutisme sélectif, le trouble du langage, le trouble de la communication sociale et beaucoup d'autres encore. J'ai eu un cas, Brahim par exemple, où les parents, c'est la maîtresse de l'école carrément qui a fait le diagnostic en disant à la mère, ton fils est un autiste. Alors cette femme est venue chez moi, je l'ai envoyée chez un pédopsychiatre, il lui a fait un courrier que c'est un enfant qui présente des troubles de communication, un trouble de communication associé un petit peu à une instabilité psychomotrice. Donc moi j'ai pris en charge cet enfant aussi sur le plan beaucoup plus orthophonique, l'expression verbale, car il avait une expression verbale très pauvre. Le petit Anis a été victime d'un faux diagnostic et était considéré comme autiste durant 4 ans. كان انيس وليدي صغير زاد نورمال مشى نورمال كلشي تاعو نورمال هضر نورمال كلشي تاعو نورمال كي لحق 3 ans دخلت لوبيتال انايا المشكل تاعي دخلت لوبيتال خليته كي عاودت وليت لداري شفت انيس وليدي شغل تبدل عليا شويه ولا يحب يجبد روحه يلعب وحده ما يحبش يلعب مع الدراري جبد روحه شفتو شغل ماشي كيما خاطو بديتو عند اورتوفونيس هي اورتوفونيس نورمالمون كي شافتو قالها واش يدير انيس فوالا دي فوا يهضر وحده دي فوا يقعد وحده كي شافتو قالت لي وليدك عنده ليسين تاع التوحد قالت لي 6 موا قالت لي باسكو يهضر وهو يعرف هكذا ويعرف هكذا نورمالمون 6 موا يبرى لك يتحسن جوزت معاها 1 عامين ونص وانا سي انيس اوتيست هو يتخدم معاه هاو غشيطه هاو شويه هاو مليح وانيس ما كان والو بديتو بسيكولوج واحده اخرى زاد شافتو قالت لي عنده دي سيمتوم تاع واحد ديري له غاديو درت له غاديو تاع الراس درت له لي زاناليز كلشي تاعو نورمال
من تما وانا انيس ما حبش يطور توجور كل ما يدي بسيكولوج ما كان والو. ومن بعد هذيك ديتو لوبيتال تاع الشراكه جبت له طبيبه للدار تانيك هذيك قالت لي هذا ما عندوش لوتيزم. L'autisme a son propre diagnostic, un tableau clinique basé sur des études approfondies, sur des observations cliniques par des spécialistes. Il se fait sur la base des caractéristiques du comportement et du développement de l'enfant depuis sa naissance. Dans le monde de la petite enfance, par exemple, nous avons visité la crèche de la CNAS pour éclairer les gens sur les procédures à suivre dans les cas d'enfants présentant des troubles. Les crèches de la CNAS, c'est des établissements qui assurent un accueil éducatif de qualité et une prise en charge psychopédagogique pour une bonne insertion et un développement harmonieux de la personnalité de l'enfant. C'est un travail d'équipe. Les enfants sont encadrés par une équipe de professionnels tels que le médecin, l'infirmière et la psychologue, et par une équipe éducative diplômée et formée. L'équipe éducative n'est pas habilitée à donner ou poser un diagnostic. C'est le rôle des professionnels. C'est la psychologue qui communique avec les parents et oriente l'enfant vers les centres spécialisés qui dépendent de la CNAS. En tant qu'éducatrice, on est formé pour le développement et l'épanouissement de l'enfant, ainsi que la communication avec les parents. Sauf pour certains cas où on n'est pas habilité à poser des diagnostics, on le signale à la psychologue et à la responsable qui le prendra en charge. Concernant le dépistage des troubles chez l'enfant, on suit une méthodologie adoptée par les psychologues. Dans ce genre de situation, consiste premièrement en faire un entretien d'admission à l'enfant, bien sûr à la présence des parents. D'après les résultats de l'entretien, si l'enfant présente des troubles, il est systématiquement soumis sous l'observation durant une période. Deuxièmement, la collecte des informations provenant des éducatrices. Troisièmement, l'orientation demande d'un avis spécialisé, par exemple en orthophoniste, un pédopsychiatre. D'après qui je donne les résultats, orientation vers les centres spécialisés. On a des centres, la CNAS, un centre de prise en charge psychologique et orthophonique, on a 3 centres. La maman de Abdelrahman, un enfant qui fréquente cette crèche, a eu cette expérience. نشكر المديرة ونشكر البسيكولوج تاع لاكريش هنايا ونشكر جميع العمال الواقفين على هذه الروضة يعني ما شاء الله في كل الجوانب من كل الجوانب. أنا بطبيعة الحال عندي وليدي 3 سنين ونص كي جبتو لاكريش لهنايا بيان سور عندنا بسيكولوج هنايا في لاكريش ديتو البسيكولوج بون شفت ان كومبورتمون شويه بيزار قالت لي راني شاكه في وليدك بعد كالكو جور ابري كالكو جور بون جو بونس 20 جور هكذاك بون قالت لي لازم تجيبي لي لافي تاع سبيسياليست بيدوبسيكاتر كي ديتو عند بيدوبسيكاتر قالت لي فوالا عنده توحد خفيف يعني توحد بيان سور مع البسيكولوج شاك فوا نتلاقى معاها كل سمانه هكذا 3 ايام 4 ايام تعطيني هكذا دي زيكزيرسيس نديرهم مع وليدي يعني نشكرها بزاف ميم عطات لي درت لها كاي هكذا كراس تكتبني دي زيكزيرسيس شاك فوا دير لي دي زيكزيرسيس نخدمهم مع وليدي. Un faux diagnostic de l'autisme engendre des retards dans les acquisitions de l'apprentissage et de la communication, ce qui affecte la scolarité et l'avenir de l'enfant. Pour cela, le diagnostic doit impérativement être fait par un pédopsychiatre. Fait donc par des professionnels. Le reportage est signé Sabrina Khlifi. D'abord une réaction, docteur Nadia Oufella, docteur Salim Abbas. La réaction à partir du reportage, tout ce qui a été dit est réel, est vrai. C'est le but. Hein. Voilà, donc c'est vrai. Non, je veux dire, y a-t-il un complément de quelque chose que vous vouliez rajouter? Un manque sur une certaine... oui, c'est-à-dire
le complément, c'est comment dirais-je, le diagnostic de l'autisme toujours n'est pas déterminé. C'est-à-dire c'est un diagnostic n'est pas vraiment déterminé ou clair par rapport à... D'accord. Concernant le reportage qu'on venait de voir, on parle souvent du... Bon, on a vu un pédopsychiatre pour faire le diagnostic. Oui. Bien, en sachant que la confirmation du diagnostic de l'autisme se fait à partir de 3 ans. Oui. Avant 3 ans, on suspecte. Dans un seul cas, on peut confirmer que l'enfant est autiste, c'est le cas où l'autisme présente un autisme vraiment sévère. Les troubles, les signes de l'autisme sont vraiment sévères. Ben là, on peut confirmer. Même et avant de confirmer, la confirmation se fait après avoir éliminé toute forme d'organicité. C'est surtout où les troubles associés, les troubles qui ressemblent à l'autisme. Oui, qui sont troubles de langage sévères, troubles sévères de langage. Carrément l'absence du langage. Des formes d'épilepsie, surtout le syndrome de Landau-Kleffner. Oui. Où on trouve l'enfant à partir de 3 ans présente des signes de commissalité, des signes d'épilepsie avec perte du langage, le retard mental, la cécité, surdité, ou quelques pathologies organiques, telles que le rubéole congénital, la méningite, etc. On peut trouver des signes qui peuvent ressembler à des signes de l'autisme. Et alors, comment faire la différence entre l'autisme et d'autres troubles, d'autres maladies? Le diagnostic, comment se fait? Généralement, ils viennent d'abord chez des orthophonistes à cause de l'absence du langage. Oui. Voilà, c'est la première étape. Les parents viennent signaler que mon fils ne parle pas et parfois l'environnement familier... À quel âge faut-il s'inquiéter quand l'enfant ne parle pas déjà? Parfois, c'est à l'âge de 2 ans. Et en médecine, on dit jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais moi, je préfère avant 3 ans. D'accord. C'est-à-dire, moi, de préférence, en orthophonie, on parle, puisque l'enfant, à l'âge de 2 ans, il parle. Oui. Donc, ses acquisitions, il peut acquérir certaines acquisitions à l'âge de 2 ans, comme les couleurs, par exemple. On a des enfants... Attendre jusqu'à 3 ans, c'est quelquefois... C'est un peu en retard. On n'attend pas jusqu'à 3 ans. Oui. Dès qu'on suspecte, on commence... Si, parfois, ils disent jusqu'à 3 ans. Déjà, en médecine, on dit jusqu'à 3 ans. Non, mais dès qu'on suspecte, je voulais pas revenir, dès qu'on suspecte, qu'on trouve un signe pathologique, un signe qui n'est pas normal chez l'enfant, s'il ne parle pas, s'il ne fixe pas le regard, par exemple, dès qu'il présente un trouble de comportement, même à l'âge de 18 mois, on lance les examens complémentaires cliniques et paracliniques, et comment dirais-je, on commence la stimulation et reste en observation. Mais on ne confirme pas le diagnostic. On ne confirme pas, c'est vrai. Mais on peut travailler l'éveil. Comme nous, on travaille l'éveil. On commence la stimulation. La stimulation de langage. Moi, personnellement, ils viennent les parents à l'âge de 2 ans et demi. Oui. Et le parcours était avant déjà 2 ans et demi. On leur a dit, par exemple, il faut attendre jusqu'à 3 ans. Donc, ça dépend des parents. Il y a qui persistent sur la prise en charge, ils viennent quand même, ils n'attendent pas jusqu'à l'âge de 3 ans. Et là, parfois, il y a des signes d'alerte, des signes précoces d'alerte où on peut soupçonner un peu l'autisme. Donc, ce qu'on fait, directement, on envoie chez un pédopsychiatre. Parfois, c'est la prise en charge qui nous guide. Quand on prend en charge l'enfant, ça nous guide pour un diagnostic plus ou moins plus scientifique et plus réel pour l'enfant. Quelles sont les idées reçues sur l'autisme? Les idées reçues, les clichés sur l'autisme. Vous avez parlé tout à l'heure de faux diagnostics ou de banalisation. Ça rentre dans cela, hein. Un enfant qui ne vous fixe pas du regard, un enfant qui est absent, un enfant qui a des troubles du langage. Mais quelles sont aussi les autres idées reçues que l'on a, nous, sur l'autisme, qui font que le diagnostic est faussé le plus souvent? Bon, comment dire, parfois les parents préfèrent, on a reçu des parents qui préfèrent que leur enfant soit autiste que attardé. Ouais. Ou parfois ils pensent que l'autisme, on peut soigner l'autisme, que leur enfant peut devenir un enfant normal après stimulation. Ou même ils disent qu'il est intelligent, qu'il est doué, que ce sont des enfants des génies ou des enfants super doués.
Ouais. Alors, il y en a des parents qui préfèrent que leur enfant soit diagnostiqué comme autiste qu'autre pathologie, surtout le retard mental. Bon. Donc, mais dans les deux cas, on ne peut pas en guérir. Non. Non. Ouais. Non. On peut avoir une bonne amélioration, certes, mais il reste toujours des séquelles. Intégrer l'enfant dans la société, même faire quelques apprentissages, mais il reste toujours des séquelles. Il reste toujours des séquelles. C'est un fonctionnement, on ne peut rien faire. C'est le fonctionnement du cerveau qui est comme ça. C'est ça. Oui, mais on a plusieurs causes. C'est-à-dire l'autisme, pourquoi l'autisme? C'est un diagnostic qui est très difficile à faire, oui. Et alors que les gens le banalisent. Le diagnostic de l'autisme très difficile parce que on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas clairement et élucider les recherches. Il y a toujours des recherches dans le diagnostic. C'est-à-dire, à ce jour, je dirais, chaque minute, il y a des recherches sur l'autisme. Il y a, par exemple, au niveau du neurodéveloppemental, on a aussi environnemental, comme la rubéole, etc. Donc, il y a aussi la génétique, qui est toujours en étude, c'est-à-dire l'étude génétique. Donc, il y a toujours l'étude et la recherche. Quand il y a une étude et une recherche sur un trouble ou une pathologie, on ne peut pas faire le diagnostic facilement. C'est très difficile. Il y a aussi les commentaires que, pratiquement, ces commentaires, tout le monde est d'accord. Les commentaires de Suisse romande où ils parlent que l'enfant ne devient pas, c'est-à-dire ne devient pas autiste, mais il vient avec ce trouble au monde. Donc, c'est beaucoup plus fonctionnel. C'est une cause, les commentaires de Suisse romande... Et effectivement, on ne le devient pas, on est avec. On est avec. Ce sont des enfants prédisposés. Mais ça reste toujours... c'est-à-dire, ça reste toujours une étude. Mais c'est l'étude qui marche beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est l'étude qui est... Vous voulez dire qu'on pourrait devenir autiste alors qu'on est né pas autiste? Non. Et ce qu'il dit, le Suisse romande, c'est les commentaires. Ce sont un groupe de professionnels, des parents, qui ont fait de sorte ces commentaires où ils disent un enfant ne devient pas, c'est les dire, hein, ne devient pas autiste, mais il vient au monde avec ce trouble. Donc, oui. Ce sont des enfants... fragiles. On ne peut pas dire, on n'a pas le droit de dire vulnérables, mais ils sont très fragiles, ils sont prédisposés à être autistes. Oui. A-t-on recensé en Algérie le nombre d'autistes? Non. On n'a pas recensé. Dernièrement, il y a eu... C'est le travail de qui, ça? Si, la DDS est venue pour des questionnaires, elle est passée... La DDS est devenue DSP, hein? Oui, la DSP, donc, est passée chez nous pour des... Elle nous a carrément remis des formulaires qu'on a... Ça, c'est pour la wilaya d'Alger? Non, un peu partout. Non, parce que quand vous parlez de DSP ou de TDS, non, c'est au niveau à notre niveau, c'est-à-dire ils ont passé un peu partout dans la région d'Alger Centre. Voilà. Au niveau de la wilaya, c'est ça? Oui, au niveau de la wilaya d'Alger Centre. Et donc du coup, on vous a remis des... On n'a pas encore donné de résultats. Oui. Ils nous ont rien donné encore comme résultat. C'est qui est en charge normalement de recenser le nombre d'autistes, le nombre de trisomiques, le nombre de... C'est qui? C'est le ministère de la Santé? Oui. C'est le ministère de la Santé. Parce que c'est une question de santé publique. On n'a pas de chiffres. On dit que c'est trop nombreux et ça se développe chaque année. Mais le problème, c'est que si on n'a pas de chiffres, on peut se baser sur rien du tout pour dire trop nombreux ou pas assez. Mais moi, personnellement, dans mon observation au cabinet, c'est-à-dire chaque fois, on reçoit des autistes. Oui. Pratiquement chaque jour. Je travaille donc 5 jours par semaine. Pratiquement chaque jour, je reçois des nouveaux cas qui semblent, là, je dis bien qui semblent, entre guillemets, autistes. Et à ce moment-là, quand vous avez un doute sur ces cas en question, vous les envoyez vers un pédopsychiatre et un psychiatre? Oui, je les envoie. C'est-à-dire quand il y a des signes, parce qu'il y a, c'est-à-dire on va partager en deux, on a des signes d'alerte à l'âge un peu précoce, 2 ans et demi, avant 3 ans. Mais on n'a pas le droit d'étiqueter l'enfant qu'il est autiste. D'accord. Donc, on a des signes d'alerte qui peuvent donner un soupçon pour l'autisme. Ouais. Ça,
d'un côté. Et d'un autre côté, après 3 ans, si je vois qu'il y a, quand je fais l'évaluation elle se fait par rapport à l'enfant. Donc, il est en face de moi. Déjà, je vois, est-ce qu'il regarde, il a le regard, la perception, le contact visuel. C'est la première des choses. Son comportement, le langage, ses manières, la stéréotypie, tout ça. Donc, si je vois des traits autistiques, ce qu'on appelle des traits autistiques, généralement, je dis rien aux parents. Je leur dis juste, il me faut plus d'informations. Voilà, je vous envoie chez un spécialiste, un professionnel de santé qui va vous donner plus d'orientation. Et donc, j'oriente directement chez le pédopsychiatre. Les kits pour le diagnostic, c'est un sujet qui a été abordé par une ONG en Algérie à la fin 2018, début 2019, en organisant une journée d'ailleurs, une soirée pour récolter des fonds et des fonds. Pas des dons, mais plutôt des fonds pour pouvoir en acquérir. Alors, cette même association, cette ONG avait dit que le kit coûtait excessivement cher pour le diagnostic de l'autisme et qu'il était indisponible en Algérie. Vous répondez quoi à cela ? Concernant le diagnostic de l'autisme, le diagnostic de l'autisme il est basé sur la clinique. Oui. Après avoir éliminé bien sûr toute organicité par un examen paraclinique. Okay. La prise en charge, elle est vraiment lourde. Oui, tout à fait d'accord. Parce qu'elle est multidisciplinaire. Psychiatre, c'est l'association de psychiatres en collaboration, doivent travailler en collaboration. Psychiatre, psychologue, orthophoniste, éducateur. Et travailler en collaboration surtout avec les parents de l'enfant. Mais vous nous avez parlé d'un kit de diagnostic. C'est quoi le kit de diagnostic? Les échelles, il y en a plusieurs échelles. Oui. Okay. Actuellement, on a plusieurs échelles d'évaluation. Okay. Ouais. Mais est-ce qu'il existe des appareils, des kits, des outils? Il n'existe rien. C'est un diagnostic qui est toujours en recherche. C'est l'observation. D'accord. Peut-on diagnostiquer un bébé autiste avant sa naissance, dans le ventre de sa maman? Impossible. Ah non. Impossible. Non. Donc on élimine ça. Oui. La trisomie, si. Trisomie, si, oui. Ça, on peut. C'est une histoire de chromosome. Déjà, écoute, en 2010, ils ont déclaré qu'ils ont trouvé le gène codant pour l'autisme. Ouais. Ensuite, quelques mois après, ils ont chaque minute, vous savez, chaque minute, il y a des recherches qui s'enrichissent. Chaque minute, même pas chaque jour. Après la naissance, il n'existe pas de kit d'appareil spécifique pour pouvoir détecter l'autisme. C'est ce qu'avait annoncé cette ONG. Elle disait que le kit pour le diagnostic de l'autisme coûterait entre 1 million et je ne sais combien de dinars. Et il fallait en acheter quelques-uns, les offrir à des hôpitaux. Non, écoutez, je pose vraiment des questions qui... Ça fait rien. Vous savez, on parle du trouble envahissant. C'est pas ça fait rien, ça veut dire je me suis trompé. Je vous pose vraiment des questions auxquelles j'ai été confronté. C'est-à-dire, on m'en a parlé, j'ai trouvé que la démarche était belle. J'en ai parlé à mon tour et puis à un moment, il fallait poser aussi la question aux spécialistes. Qu'est-ce que ce kit pour le diagnostic de l'autisme? Existe-t-il réellement ou pas? Quand j'ai affaire à un psychiatre qui me dit non, c'est une question pluridisciplinaire, c'est un orthophoniste, un éducateur, un psychologue, un pédopsychiatre et les parents, c'est-à-dire qu'on sent que c'est dématérialisé, que tout est dans le... S'il y avait un appareil, il y aura un traitement. Il n'y aura pas de recherche. Peut-être qu'on parle de petits outils qui permettent de faire jouer l'enfant et de savoir s'il arrive à se concentrer. Regardez, je vais vous dire, dans la prise en charge, c'est vrai, on se base sur le jeu. C'est des interactions, ce qu'on appelle les interactions. Mais l'autisme, il est appelé aussi l'appellation trouble envahissant du développement. Quand on parle du trouble envahissant du développement, c'est quoi? Le pédopsychiatre ou le professionnel de santé doit étudier le comportement avec observation clinique et avec l'écoute de la mère, une étude approfondie depuis sa naissance jusqu'au jour où il a surgi chez le pédopsychiatre. C'est des anamnèses, c'est des questionnaires très approfondis pour étudier le comportement et le développement de l'enfant. C'est l'évaluation de son développement. C'est l'évaluation de son développement. Je vous ai vu noter, donc du coup, vous voulez ajouter? Oui. Concernant, vous venez de dire des appareils pour diagnostiquer l'autisme. C'est comme l'appareil, comment ça s'appelle? La stimulation par stimulation transcrânienne qui traite, c'est un appareil qui, soi-disant, traite les schizophrènes.
Mais réellement, c'est un appareil, elle est toujours sur le mode, oui, on teste. Oui. Mais non, on peut pas. C'est des recherches, toujours. Non, je pense que cette ONG nous parlait plutôt de certains outils de jeu pour pouvoir faire des tests et des batteries de tests qui devaient coûter peut-être excessivement cher. Enfin, c'est ce qui a été annoncé. Je ferme la parenthèse. Je reviens à la réalité, celle à laquelle vous êtes confrontés. Et la réalité, c'est celle qui nous intéresse, celle des spécialistes et des professionnels de la santé, et non pas celle de la société civile. Alors du coup, avec vous donc ce matin, diagnostiquer un autiste, que faut-il faire après le diagnostic? Ok, on a réuni tous les spécialistes, ok, les parents étaient engagés, ok, nous confirmons le diagnostic d'un enfant autiste. À ce moment-là, la vie des parents doit-elle forcément changer? La vie des parents, oui. Alors, la vie des parents. Les parents, déjà ils sont choqués. Oui. Ils sont sous le choc. C'est-à-dire les premiers temps, je dirais des fois, c'est des années, ils n'acceptent pas le trouble. Ils n'acceptent pas le trouble de l'autisme. Oui. Et c'est ce qui, par la suite, cause des problèmes au sein du couple? Est-ce que c'est la même chose que sur la question de la trisomie? Alors sur la question de la trisomie, beaucoup de spécialistes, beaucoup de professionnels sont venus sur ce même plateau disant à un moment, des cas de divorce sont causés par la naissance d'un enfant trisomique où les deux parents se disputent, non pas de comment on va affronter l'avenir et comment prendre en charge notre enfant, mais plutôt de chercher le coupable. Qui est le coupable dans le cas de la naissance de l'enfant, ce qui est un débat stérile, mais là c'est une réalité de la société dans laquelle on vit et de beaucoup de sociétés dans le monde. Est-ce que c'est la même chose? Les parents, les couples sont-ils confrontés à ce type de conflit? Il y a des conflits énormes. Moi j'ai reçu un père et une mère carrément qui se disputent dans le bureau. Oui. Pourquoi? Parce que la mère, c'est une charge pour elle. L'homme va travailler, il contribue pas avec certains... Vous pensez que les hommes se cachent derrière le travail pour la... Non, ils travaillent, non. Le fait qu'ils ramènent... Je n'ai pas compris votre réponse. Regardez, il y a des mamans qui culpabilisent le papa. Oui. Donc il y a des conflits. Ils vous disent, la charge, toute la charge, elle est sur moi. Oui. Le père ne fait rien, alors que ce n'est pas vrai. Le fait que le père accompagne l'enfant chez le spécialiste, déjà c'est un grand... Mais on peut comprendre aussi l'épouse qui peut craquer à un moment ou à un autre, parce que la pression psychologique, parce que vous l'avez dit, la méconnaissance aussi de beaucoup de professionnels de la santé, de l'autisme. Eux-mêmes, vous allez chez un généraliste ou chez un autre médecin, il pourrait ne pas comprendre lui-même l'autisme. Je veux dire, c'est des spécialités, vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'en occupent, et c'est tant mieux. Je veux dire, un cardiologue ne peut pas s'occuper d'un autiste comme un psychiatre ne pourrait pas s'occuper d'un malade cardiaque. Je veux dire, chacun sa spécialité. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les hommes se cachent aussi derrière leur quotidien fait de travail pour ramener le couffin à la maison, comme on dit, pour aussi se décharger de l'enfant autiste, se décharger de cette problématique et d'essayer en fin de compte de fuir la réalité à laquelle il est confronté une fois arrivé chez lui? Même les papas, ils sont choqués. Je dirais les parents, j'ai parlé moi des parents. C'est ça. Il n'y a pas que la mère. Mais la maman, comme elle est tout le temps avec l'enfant, donc elle oublie ce qui vit aussi le père. Ça ne veut pas dire quand il va au travail, il ne pense pas à son fils ou à sa fille. Ça, c'est certain. D'ailleurs, Dominique Sauvage, en 2013, a publié une étude intitulée « Le syndrome de burn-out chez la maman des enfants autistes ». Oui. Épuisement professionnel. Épuisement des mamans des enfants autistes. Oui. Je pense en 2013. Oui. Oui. C'est fou. Hein, alors, oui, c'est fou. Alors, le diagnostic... il nous reste 2 minutes. Hein. Oui, le diagnostic... Ça fait tout de même 40 minutes qu'on est ensemble. Le diagnostic, pourquoi il est difficile? Parce que vous savez, parfois, les tableaux cliniques se ressemblent, entre le retard de langage, le retard mental, se ressemblent tellement
que c'est très difficile de faire le diagnostic. C'est ça. Et la prise en... Vous m'avez parlé de la prise en charge, Oui. que j'ai noté. Alors, la prise en charge. La prise en charge, généralement, on travaille beaucoup plus avec les enfants autistes. Le contact visuel, c'est le premier. Ouais. La stabilité, parce que Oui. souvent, ils sont instables avec des troubles du comportement. Donc, il faut les stabiliser. Et après, on passe à la grande partie qui est le langage. Voilà. D'accord. On me dit que vous êtes en préparation d'un manuel. Oui, c'est exact. Le manuel de l'enfant. De l'enfant autiste. Pas autiste. Ah, de l'enfant. De l'enfant, carrément. Le manuel de l'enfant. De 3 ans. Le manuel de Parce l'enfant que vous 3 ans. savez, de 3 ans, c'est des exercices. Parce que malheureusement, J'ai pas on n'a compris. pas... Vous faites un manuel sur l'enfant. Oui, sur l'enfant. Mais un manuel sur quoi ou juste sur l'enfant? C'est des L'enfant, acquisitions, c'est les acquisitions du langage. D'accord. Ok. C'est aussi le développement de l'enfant. Et le À partir de 3 ans. De l'apprentissage de jusqu'à 6 ans, l'enfant, je pense. étape par étape. 3 à 6 ans, 3 à 7 ans. Non, 3 ans. 3 ans pile. 3 Ah, ans, vous restez 4 ans. dans les 3 ans. C'est des étapes, parce qu'il y a Ouais. 3 ans, après 4 ans, après 5 ans. C'est les étapes les plus importantes C'est dans les la... plus importants chez la vie de l'enfant. Dans la vie de l'enfant, Oui, d'accord. c'est l'avenir de l'enfant. D'accord. Et on n'a pas parlé des conséquences de l'autisme, du faux diagnostic de l'autisme. Et alors? On n'a pas parlé sur ça, Et et alors? c'est très important. Donc voilà, j'ai une liste pour ne pas oublier. J'ai Younes, et la liste, elle est encore très, très... Younes, Rostom, tout ça, c'est des faux diagnostics. Anis, Adam, Sami, Brahim. Alors Brahim, par exemple, ils lui ont changé carrément d'école. Ils lui ont carrément changé d'école à cause du faux diagnostic qui est fait par l'enseignante. On revient aux conséquences du faux diagnostic, non pas fait par les professionnels de la santé, mais les conséquences, c'est plutôt... quoi? Vous savez, c'est Oui. le retard scolaire. C'est ça. C'est les échecs et le retard Forcément. scolaire. Forcément. Docteur, Oui. avez-vous une conclusion, recommandation à partager D'accord. avec les téléspectateurs qui nous suivent ce J'ai 2 matin? points. J'ai 2 points. Bon. Premièrement, c'est l'autisme. La confirmation du diagnostic de l'autisme, c'est à partir de 3 ans. Avant Ouais. 3 ans, c'est la on suspecte. D'accord. Dans un seul cas, on confirme. C'est le cas où les signes ils sont vraiment sévères. OK. Le diagnostic est fait par un professionnel de la santé, par un pédopsychiatre ou un psychiatre. C'est Voilà. ça. Et non pas par n'importe qui. OK. On confirme après avoir éliminé toute forme de trouble qui ressemble à l'autisme, Oui. toute forme d'organicité. On ne pose pas le diagnostic abusivement. Il n'existe pas. Concernant les enfants, on dit par exemple un enfant, il a quelques signes d'autisme. Oui. Non, il n'est pas autiste, mais il présente quelques traits. Soit il est autiste, soit il n'est pas autiste. Alors, les gens qui vous disent à un moment, il a une forme d'autisme... Le spectre, ça parle non. du spectre autistique. Concernant- Non, mais on parle aussi des adultes. Quand on voit quelqu'un de brillant mais d'assez silencieux, on dit c'est un génie, mais il est un peu autiste sur les bords. Ça, c'est faux. Ça, c'est la Non, banalisation. non, ça. On rentre dans le cadre de la banalisation. Soit il est autiste, Soit il l'est, soit il l'est pas. soit il n'est pas. Même concernant le spectre de l'autisme. Le spectre Voilà. de l'autisme ne veut pas dire que l'enfant, le spectre de l'autisme, il a un peu d'autisme. En arabe, le taïf. C'est comme s'il est un petit peu, c'est comme si l'enfant a flirté avec l'autisme. Non, flirté, le spectre flirté. de l'autisme, oui, c'est comme si... Ah, et dans tous les délires possibles, imaginables. Hein, non, mais c'est bien, ça, que vous le disiez. Mais concernant le spectre, veut dire que l'enfant a un de ces signes, soit l'autisme classique de Lieu-Kanner, avec ces 3 formes, autisme léger, modéré ou sévère. Il est dans l'autisme. dedans. Le spectre autistique, ça veut dire il est dans l'autisme. C'est ça. Premièrement, autisme Donc, il classique. existe Soit des degrés léger, aussi. c'est des degrés, Oui, voilà. des degrés. Concernant l'autisme Comme classique. l'arc-en-ciel, Ou des le couleurs. syndrome d'Asperger, syndrome de Rett, le trouble désintégratif de l'enfance ou l'autisme atypique. C'est ça le spectre de l'autisme. Ok. Peut-on vivre avec un autisme et s'insérer dans la société? Je finis avec cette question. S'insérer dans la société, Oui. avoir un vrai job, poursuivre des vrai. études universitaires et se marier le plus normalement, avoir des enfants. Moi, j'ai Il eu reste des des autistes séquelles, avec la prise en charge. C'est des enfants c'est des enfants qui suivent une scolarité normale. D'accord. Ils sont dans une classe normale. Mais adultes, j'ai pas encore reçu un adulte qui On n'a s'est pas encore marié. d'exemple d'adulte. Donc, Pour le moment, non. Ici, Et on pour a le- dit- Moi aussi. Suivi dès la naissance qu'à l'âge adulte, non. Non. À D'accord. ma connaissance. Hein. Merci. Les Oui, allez-y. Non, mais Vous êtes tellement éduqué que vous écrasez pour le moins de... Allez-y, vous finissez ce que vous alliez dire. D'accord. Concernant le... Vous êtes poli.
C'est le terme exact. Allez-y. D'accord. Concernant l'évolution de l'enfant autiste, il reste toujours des séquelles, surtout lors de la communication. Par exemple, même s'il vous parle, il évite le regard. C'est ça. Oui. Un petit peu le langage, un langage un petit peu infantile, un petit peu... La voix basse. Oui. C'est ça. Ils ont une voix très basse. Mais il reste toujours des séquelles. Mais la guérison à 100% n'existe pas. Elle n'existe pas. Merci à vous en tout cas. On parlera peut-être la prochaine fois, si vous le permettez, si vous êtes de retour, de la prise en charge ici en Algérie. Beaucoup de parents d'autistes disent si nous avons les moyens, nous partons prendre en charge nos enfants à l'étranger, pas ici. Si nous avions les moyens, parce qu'à l'étranger, il existe réellement des centres et des professionnels de la santé, même s'ils existent en Algérie, tant mieux, vous êtes là aujourd'hui. Et il y en a des centaines d'autres et on les salue pour leur travail quotidien. Je peux rajouter quelque chose. Là, c'est vraiment un mot que vous pouvez mettre. On n'a pas travaillé sur l'enfant algérien autiste, on n'a pas adapté un matériel comme les autres pays. C'est cela. Voilà. C'est ça. Et ça, ce serait bien de développer cette question-là. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Docteur Selim Abbas, vous êtes psychiatre, cabinard installé à Tal-Beda. Docteur Nadia Oufla, vous êtes psychologue orthophoniste. Merci d'avoir été avec nous aussi. Vous êtes, rappelons, installé en cabinet d'ailleurs à Louiba. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Juste après, c'est le parcours d'une femme entrepreneur. Il s'agit de Madame Jahida Jouhari qui sera avec nous et nous parlera de son parcours à elle. Mais juste avant, ça tombe bien, c'est Lilia Banasser qui nous parle d'une femme artisanale aussi. Elle est spécialisée dans le pain. Le pain. Bonjour, bienvenue à la Maison du Pain. Donc c'est un modeste atelier qui a eu naissance le mois de septembre 2015. Donc on a commencé par, en fait c'est un petit atelier de production de pains spéciaux. Donc tout ce qui est à base de farine noire, farine complète, farine de campagne, farine de son, d'orge, etc. Et en farine blanche, j'ai décidé d'aromatiser les pains en fait pour ne pas avoir un pain nature. Donc, auquel je rajoute des olives, du thym, des herbes de Provence, de toutes sortes, de l'ail, de l'oignon, tout dépend de la demande du client en fait. Les pains qui sont très consommés actuellement, c'est le pain complet, surtout, et le pain de seigle, qui sont très très demandés, mais en fait c'est très bon pour la santé. Je fabrique régulièrement et quotidiennement, c'est le pain aux olives, le pain au thym, qui sont à base d'huile d'olive. J'ai le pain au lait qui est légèrement brioché et c'est un pain fétiche par rapport aux enfants et surtout pour les fêtes, les gens le commandent pour le hamlahlou. J'ai le pain complet surtout aussi. J'ai le pain burger, donc je fais les pains burgers, mais tout est bio, tout est naturel, il n'y a aucun produit chimique. Donc là c'est des grains de courge, c'est vraiment tendance actuellement pour les pains. Ailleurs c'est très utilisé, en Algérie ça commence. Hada c'est du thym, donc je mets dans mes pâtes. Là, c'est des grains de sésame grillés, donc ils sont dorés. Là, c'est des grains de sésame nature. Ça, c'est toutes les graines avec lesquelles je travaille. Là, vous avez des grains de pavot, des grains de lin, des grains de tournesol, des grains d'anis. En plus, les flocons d'avoine. Aujourd'hui, on a décidé de vous préparer un pain blanc, une pâte tout à fait simple. On fait une préparation pour 500 g de farine. Voilà. Donc je pèse ma farine, une bonne cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel qui vaut 5 g. Pour la fermentation, on rajoute toujours une cuillère à soupe de sucre. Ce sont les mesures exactes pour 500 g de farine. Et on met de l'huile d'olive ou même de l'huile d'une autre huile, c'est comme vous voulez. 3 cuillères à soupe d'huile. Moi, je préfère l'huile d'olive. Et bien sûr, l'eau qui doit être à température ambiante, à température de la pièce. Et c'est une pâte qui n'a pas besoin d'être trop pétrie. On couvre la pâte avec un torchon propre et on la laisse fermenter 20 minutes à 30 minutes. Notre pâte a doublé de volume, donc on va passer au façonnage. Donc, je la retire, je la mets sur mon plan de travail. Et je commence à préparer mes boules qui sont pesées. Donc chaque boule fait 70 g. Je façonne mes pains, je fais des petites boules, des petites baguettes.
Et je peux décorer avec des graines au choix, des herbes, c'est comme on veut. Notre pâte a fermenté, notre four est allumé et bien chaud, donc on enfourne nos petits pains et on attend la cuisson pendant 8 minutes. Voilà. Je mets quelques pains au thym dans ma corbeille. On a du pain aux olives. Voilà. Et du pain blanc. Des fois, on me dit regardez là, regardez là. Je ne peux pas regarder ça, c'est pour ça. Et donc, vous pensez que en télévision, on va vous demander de regarder la caméra? Non, on m'a dit justement de ne pas la regarder, c'est pour ça. Ah, mais qui vous a dit ça? Dans d'autres interviews. Ah ouais, on vous a dit de ne pas regarder la caméra. C'est logique. Mais est-ce que moi je dois regarder? Quand on n'est pas du métier, non. Ah, c'est pas logique pour vous? Il me... Ah, vous vous êtes rendu compte qu'on était en direct? C'est ça. Ben, ça continuera de la... Si, on est en direct. Non. Ça va? Ça va très tranquille. bien. C'est pas votre première interview, donc? Non. Non, bah, tranquille alors. Alors, notre invité ce matin s'appelle Jahida Djouhari. Voilà. Bienvenue. Merci. Sur le plateau. Alors, Jahida Djouhari, vous avez un parcours assez particulier. Vous êtes né à Toulouse, dans le sud de la France. Vous avez gardé un peu votre accent du sud ou pas? Non, je l'ai perdu. Vous l'avez perdu ou vous ne l'avez jamais eu? Si, je l'ai eu. Ah, vous l'avez eu? C'était la pétanque. On joue à la pétanque à Toulouse? Non, c'est plus Marseille. Ouais. Toulouse, c'est le rugby. C'est le rugby, oui. Vous avez fait un peu de rugby? Non. Non, pas du tout. Alors, vous, du coup, vous faites vos études à Toulouse aussi? Non, j'ai grandi à Nantes. Et pourquoi? C'est les parents qui ont déménagé? Voilà. Ouais. Et du coup, Nantes, c'est un peu plus... Gris. Gris, ouais. C'est ça, j'allais vous dire. C'est un peu plus triste. Ouais. Du coup, vous rencontrez votre époux. Oui, vous vous mariez. tout à fait. Vous faites 3 enfants. Il y a 2 ans, vous trouvez le courage de rentrer en Algérie. Voilà. C'est fou, ça. Qu'est-ce qui vous pousse à faire le chemin inverse quand des millions de personnes cherchent à faire le... Chercher au passé, attention. Chercher à faire le chemin dans le sens contraire, plutôt. Non, on avait envie d'un retour aux sources, en fait. Oui. Et élever nos enfants en Algérie. C'était notre souhait. C'est bien, ça. Vous avez réfléchi longtemps? Oui. Oui, assez longtemps. Mais il y a eu un déclic pour le courage de... Non, c'était... le déclic, c'était... on voulait venir avant qu'ils grandissent trop pour ne plus vouloir venir avec nous, mais oui. C'est ça. Et aujourd'hui, comment vont les 3 enfants? Écoutez, ils vont très bien, ils adorent. Donc, Ils parlent arabe couramment. Oui, ils parlent, ils lisent couramment. arabe, voilà, exactement. Tranquille, ils sont dans une école. Ouais. La scolarité est normale. Ouais, l'âge et le sexe des enfants, c'est? Alors, j'ai 2 garçons de 8 et 6 ans. Magnifique. Et une petite fille de 5 ans. Voilà, la petite dernière, la petite protégée des deux. Exactement. Grands. Vous avez le choix des rois aussi, hein. 2 garçons, une fille. Alors du coup, vous vous installez en Algérie avec un projet aussi. Alors vous êtes artisane, vous êtes dans la pâtisserie. Voilà. Vous lancez votre petite boutique à vous, ça s'appelle chez La Perle du Sucre. Chez Perle du Sucre ou chez La Perle du Sucre? Chez Perle de Sucre. Chez Perle de Sucre. Voilà. Ah ouais, exactement. Perle de Sucre. Alors, à quel moment vous nourrissez l'envie de lancer une pâtisserie en Algérie? Avant d'arriver ou en arrivant en Algérie? Avant d'arriver. Avant d'arriver. Ouais. C'est quoi, c'est vos vacances où vous disiez pâtisserie chouïa chez eux? Je faisais déjà des gâteaux en France, je travaillais déjà en France, donc je faisais exactement les mêmes choses, mais à domicile du coup. Et quand on est arrivé en Algérie, on s'est rendu compte que la pâtisserie, ça marchait bien ici, et que les Algériens étaient très très friands de sucré. Donc du coup, ça se voit. Je ne sais pas si vous en rendez compte. J'oserais pas. Ah, vous pouvez. Ah, moi, j'ai dédramatisé le poiis chez les Algériens. Il faut. Bon. Et du coup, on voulait faire ça, apporter un petit touche de nouveauté, parce que c'est des gâteaux un peu américains, cupcakes, tout ça, donc on voulait faire quelque chose de différent. À ce moment-là, à quel moment vous lancez votre projet? Dès votre arrivée? Non, on a 6 mois, 7 mois après. Ouais. 6-7 mois après. Il fallait d'abord vous installer. Voilà, s'installer, l'école pour les enfants, tout ça, et après, temps de trouver un local, bien définir le projet, tout ça. Alors vous installez aux sources, hein.
Aux sources. Les sources, c'est Cuba, Garidi, les sources, l'autoroute, Pénacle. Je vous donne l'adresse à l'Algérienne. Alors, votre adresse officielle, c'est Avenue Gustave Flaubert. Voilà. Et sinon, l'adresse à l'Algérienne, c'est le Grand Rond-Point voilà, de Garidi 2. Après la parfumerie Must. Voilà. Juste après la parfumerie, vous trouverez, vous trouverez chez Perle de Sucre. Alors, du coup, aujourd'hui, vous avez 4 employés. Est-ce qu'il a été difficile de trouver des artisanes pour vous accompagner, des employés? La première année, oui, c'était difficile. Très difficile au niveau des horaires, parce que je voulais une équipe féminine. Ouais. Du coup, c'était un petit peu difficile pour travailler un peu jusqu'à 18h, tout ça. Ouais. Les bus. Et maintenant, c'est bon, j'ai trouvé mon équipe et je la garde, je lâche plus. Vous la chouchoutez? Oh oui. Alors du coup, on vous propose sans plus tarder de suivre un portrait, le vôtre, qui a été réalisé par Anissa Bouzid. Et puis juste après, vous réagirez, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis on parlera des produits que vous utilisez, des gâteaux que vous développez, mais aussi des prix que vous appliquez. D'accord. Allons-y, Anissa Bouzid pour le portrait de Madame Jahida Djouhri. Vous aimez les pâtisseries américaines, les brownies, les cupcakes, les cookies ou encore les pies? Vous allez être bien servi. Rien que pour vous, mesdames, Jahida Djouhri a décidé de vous faire découvrir le vrai goût des pâtisseries d'outre-Atlantique. À la base, je me suis inspirée un peu de tout ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre, les petits salons de thé à base de cupcakes et de pâtisseries un petit peu gourmandes. Et naturellement, ça c'est la décoration et l'endroit fait que on a une clientèle beaucoup plus féminine. On a des mamies, des mamans, des jeunes filles. On a même des jeunes qui sont du collège, elles viennent, elles prennent leur goûter ici, elles fêtent leurs anniversaires ici. J'aime bien me retrouver aussi toute seule parce que là, au moins, on a un endroit où venir prendre un café et surtout être tranquille, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de cafés, mais nous, les femmes, vous savez bien, on ne peut pas aller n'importe où. Et là, c'est l'endroit idéal pour nous, les femmes, de passer un bon petit moment, pour décompresser, pour se retrouver, voilà tout, c'est tout. Moi, je sors de chez moi, je me suis habillée pour venir là. Et après, je vais faire mes petits achats en ville, voilà. Après une longue absence à l'étranger, Jahida a décidé d'investir dans son pays. De retour en Algérie, elle lance sa propre affaire. Quand j'étais enceinte de ma première fille, j'avais des envies de gâteaux un peu style américain comme cela. Et je ne trouvais pas. En France, ça fait presque 5 ans maintenant, je ne trouvais pas du tout. Donc je me suis mise à en faire moi-même. Et je me suis auto-formée en fait, après petit à petit, dans ce domaine-là, dans les pâtisseries américaines. J'ai fait des petits stages, j'ai fait des petites formations, voilà, qui m'ont... Voilà, en France, oui. D'ailleurs, moi-même, j'en propose aujourd'hui des petites formations justement pour les dames qui veulent apprendre à faire ce genre de pâtisserie. Ou pour les enfants, on en fait aussi pour les enfants. Grâce à son projet, Jahida a pu créer de l'emploi. J'ai adoré le concept. Déjà, ça m'a un petit peu mis à l'aise en tant que femme, vu que la gérante, elle est déjà une femme. Donc, il y a un bon feeling qui est passé entre nous. Vu que c'est une ambiance de femme, on est plus à l'aise, on rigole, on discute, on se passe des challenges dans la bonne humeur. Il y a beaucoup d'échanges entre vous. Oui, oui. Surtout quand il y a une pression de travail, franchement, il y a beaucoup d'échanges. On est polyvalent, c'est-à-dire il n'y a aucune qui est spécialiste dans quelque chose, mais on est polyvalent. C'est-à-dire même Jahida, franchement, elle nous met à l'aise en tant que gérante. Donc, on ne sent pas que c'est une patronne, mais beaucoup plus une copine. On s'échange un petit peu des bonnes idées, des bonnes rigolades, des bonnes... Perle de Sucre est un salon de thé destiné aux femmes. Dans un décor girly, on peut siroter un thé ou un café. Et surtout l'accompagner de pâtisseries colorées, joliment présentées sur le comptoir. Avec modération, forcément. Et c'est signé Anissa Bouzid.
Vous le dites, toi, vos clientes, j'espère, avec modération, qu'il faut marcher, bouger, manger 5 fruits et légumes et un peu chez Perle de Sucre. On diminue quand même le sucre. Hein. On essaie chez vous, c'est pas trop chargé. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, c'est bien ce que disent vos employés sur vous. Vous êtes contente, non? Ouais, bah oui, très. Oui. C'est adorable. Ça marche un peu depuis le début? Oui, alhamdoulilah, franchement, oui. Ouais. Vous êtes inspiré un peu des modèles anglais, c'est ça, la pause, exactement. Le tea time. Voilà, exactement. L'espace qui vous permet et d'acheter, d'emporter, et de pouvoir rester, s'asseoir, réfléchir, se poser dans un décor un peu cosy. Exactement. Que pense votre famille de ce courage et de ce courage, le fait de revenir et d'investir ici? Au début, ma mère, elle avait un petit peu peur. Elle se demandait ce que je faisais, pourquoi, tout ça. Et quand elle est venue et qu'elle a vu comment ça se passait, en fait, elle était super fière. Et rassurée. Ouais. C'est vrai que vous avez le droit, t'es folle. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Oui, c'est ça. Alors du coup, aujourd'hui, c'est 4 employés. C'est des gâteaux allégés en sucre. Dans la vie d'un journaliste, tu es obligé de parler de sucre aussi, hein, c'est important. Même s'il faut consommer avec modération, je vous le redis encore une fois. Alors du coup, sur les produits que vous utilisez, c'est quel type de produits? Vous les ramenez d'où? On a quelques produits d'importation, sinon c'est 80% locaux, des produits locaux. C'est quoi les produits dont vous devez forcément... c'est quoi les produits importés que vous utilisez? La pâte à sucre, par exemple. On n'en produit pas ici. Si, il y en a une, mais... Mais la qualité n'est pas... Elle est un petit peu difficile à travailler, D'accord. Mais ici, vous inquiétez pas, je vous pose des questions. Oui, bien sûr. Vous répondez le plus normalement du monde, personne ne vous jugera. Oui, bien sûr. Parce que hier, déjà dans cette même émission, on avait parlé surtout du fait que le protectionnisme économique était bien. Il est clair, mais il n'a jamais porté ses fruits dans aucun pays du monde. C'est-à-dire que penser qu'on va s'autosuffire là, maintenant, ici en Algérie, c'est absolument fou. On est obligé de faire appel à des produits. Et puis, la concurrence, elle n'est que s'il y a l'importation. Si on bloque tout et on fait des monopoles, on créera des monstres qui, eux, pourront gérer le marché comme ils veulent et ils pourront nous vendre du sucre à 150 dinars bientôt. Déjà qu'il est à 90 et quelques. Du coup, donc, les produits que vous achetez le plus souvent, c'est de la pâte à sucre, du sucre forcément, du chocolat? Oui, chocolat, les œufs, farine, tout ça. Les colorants, on utilise beaucoup de... Combien de sortes de gâteaux vous faites? Combien de sortes? Je sais pas. Vous les comptez pas? Non, j'ai pas compté. Quels sont les produits phares qui marchent le plus? Le cupcake. Ah ouais. Cupcake et donuts, c'est notre marque de fabrique, on va dire. Ouais. Donc, et les gâteaux d'anniversaire aussi, après, c'est... En pâte à sucre diversifié, aussi? Oui. En pâte à sucre ou en crème, les deux. D'accord. Avec tous les modèles possibles, imaginables. Voilà, c'est-à-dire les formes, la voiture, On a des demandes des fois un peu particulières, c'est ça, exactement. C'est fou, c'est bien ça. Alors du coup, ensuite, les prix que vous appliquez, beaucoup se plaignent, disent que la qualité se paye au prix fort en Algérie. Vous pensez quoi par rapport à cela? Avant d'entrer dans le marché, vous l'avez dit, vous vous êtes rendu compte que les Algériens, que la population algérienne adorait les pâtisseries, ce qui n'est pas faux. Ça, c'est une réalité. J'imagine que vous avez dû sillonner les pâtisseries avant d'ouvrir la vôtre, voir un peu, faire benchmarker un peu, regarder qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Que pensez-vous des prix appliqués ici en Algérie? Quand vous avez une pâtisserie qui peut atteindre les 480 dinars, qui ne fait pas la taille de 3 bouchées. Écoutez, sincèrement, après c'est peut-être parce que je viens de France, mais je trouve que sur certains produits, le prix est vraiment élevé par rapport à la qualité du produit. Mais après, il y a un travail derrière. Vous trouvez que c'est pas cher? C'est cher. Ah si, c'est cher. Ah d'accord, très bien, merci. Après, il y a des choses vraiment que je trouve pas chères. Quand je vois des pâtisseries à 40 dinars, je me demande comment ils font pour s'en sortir ou qu'est-ce qu'ils mettent dedans. C'est du faux sucre, de la fausse pâte, du faux... Après, il faut voir ce qu'on donne ce qu'on veut manger. Vos prix sont? Mes prix, je les trouve assez raisonnables personnellement. Ils tournent entre eux? On va dire que le cupcake est à 200 dinars. Oui. Voilà. Vous trouvez que c'est raisonnable? C'est une vraie question. Hein, oui, bien sûr. Je trouve que c'est raisonnable. Oui. Ouais, c'est bien. Après, ces produits-là, même à l'étranger, sont des gâteaux quand même qui restent plus chers que la normale. Donc, en Algérie aussi, j'ai adapté mes prix au prix des ingrédients, bien entendu, à la main-d'œuvre, qui sont les ingrédients, la main-d'œuvre est moins chère en Algérie qu'ailleurs, qu'en France ou à l'étranger. Ouais. Donc, c'est normal que ce soit moins cher. Quels sont vos projets? Ouvrir un deuxième chez Perle de Sucre? Inch'Allah, oui. Ah, vous y pensez déjà? Oui.
Pourquoi pas, oui. Ouais, en avoir un autre dans un autre quartier, puis un autre dans une autre ville. Voilà, exactement. Oui. Vous avez des success stories, hein, un peu à la Nolhani, puis qui a ouvert plusieurs boutiques d'ailleurs. Ouais, bah oui, j'espère en tout cas, j'espère que ça va marcher à ce point-là et qu'on va... Monsieur fait quoi dans la vie? Mon mari travaille dans l'automobile. Ouais. Ça va? Oui. Il mange vos gâteaux? Pas trop. Ah, il est en régime. Non. Ah, j'adore. Il est au régime? Psatou, la famille. Merci madame, merci d'avoir été parmi nous. Avec plaisir, merci à vous. Elle s'appelle Jahida Jouhari. Vous avez une page Facebook? Oui. Qui s'appelle Orio? Chez Perles de Sucre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Vous repartez un nombre des fois? Oui, de temps en temps. J'ai pas trop le temps avec le travail, mais j'essaie. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Ils sont contents? Oui, ils sont fiers de vous? très contents. Vous leur ramenez des gâteaux, ils viennent manger chez vous? Oui. Eh ben tant mieux. Je leur envoie des gâteaux, des macarons d'Algérie jusqu'en France, vous vous rendez compte? Ah oui, bah oui. C'est que vous avez dû détrôner la durée alors à ce moment-là. Merci encore. Merci à vous. Merci d'avoir été là. En tout cas, c'était un plaisir. Jahida Jouhari, rappelons que vous êtes artisane, vous êtes d'une certaine manière aussi entrepreneur. Vous rentrez de France il y a 2 ans, vous lancez votre pâtisserie, ça s'appelle Chez Perles de Sucre. Ouais. Et c'est installé aux sources, en plein hauteur de la capitale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Portrait sans plus tarder, il est signé Fariel Hamdi de Mohamed Sahnoun. Alors lui, c'est la Casbah d'Alger qu'il porte en lui en étant artisan. Je vous en dis pas plus, c'est à découvrir. On se retrouve juste après avec Myriam Moussaïd. Casbah, dans l'antique quartier de Zoujayoun, que se trouve la caverne d'Ali Baba, ou bien la caverne de Mohamed Sahnoun, qui remémore l'art de vivre, plein d'enseignements du passé d'Alger, des Beni Mezrana, ainsi que l'éclat et le faste de l'Empire ottoman. هي مهنة شوية وعرة أكثر من اللي يخدمها بالك سهلة على اللي يطم هذا الشيء خاطر هذا الشيء راه مضر شوية في الشرق شوية في الغرب شوية في حنا نتعبوا بزاف باش نجيبوا هذا الشيء هذا فهمتي كاين دي فامي عندهم العجب عندهم العجب هنا في البلاد في الجزائر في وسط البلاد عندهم العجب هنا في الجزائر كاين في تلمسان ثاني الدخلي لدارو عنده متحف كبير كاع بصح هو شنو ما يبيعوش مي ان شاء الله برك يدربوا ولادهم تسمى على هاد التحف يولفوهم هما ثاني يتهلاو في هذا الشيء لخاطرش التحف هادو نورمالمون ما بنادم يفقر ولا ما لازمش يبيع. La devanture est ornée d'ustensiles, des porteurs d'eau qui étaient pour la plupart originaires de la région des Ibans, les biscris, ou les employés aux fontaines publiques de Bir Djebbah et de Sidi Mohamed Cherif. القلل الكبار هذوك كانوا يعمروا بهم الماء والصغيورين كيما هذيا كانوا يدوهم العجايز الجبانه كيروحوا الجبانه خاطر علاش كانوا محضرين يدوهم معمرين بالماء باش يفرغوا الزوا واش يشربوا في القبر تاع الميت. هذه حكايه القله. هذاك البسكري عمي السبتي يقولوا له هما كاع ساكره. عمي السبتي كان كيفاش نقول كان انسان محبوب بزاف خاطش هو كان ثقه بزاف. حنا والدينا كاع كانوا يحملوا في باب الزياره اللي يقول لك بابا كان طبيب يكذب. هما راهم رجال خدامين هو على باله المراه شحال تسحق في الدار ما تشوفوا ما يشوفها عندها 3 قلات ولا 4 يعمرهم يحطهم لها يفرغهم لها وين يروح. Selon M. Sahnoun, l'exercice de la dinanderie est devenu aisé depuis que la machine-outil a remplacé la main de l'homme. Tous ces objets traditionnels renferment une mémoire vivante et grandiose pour notre génération. هذا في الحقيقة كان زمان بخارة في وقت العثمانيين كانوا يتحط في وسط الدار واللي ينوض بكري بجمرة شوية بخور حاجة واعرة ماشي زعما قال جاوي ولا واللي يخرج مع الصباح يدعي له ديجاك اللي دار داك البخور في الليل واش يديروا يعاودوا البناويت ينقيوه ويلعبوا فيه البقالة تعرفي البقالة وهنا مكتوب بالفضة مكتوب عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالأعمال. هذا فاس وي تاع النوار وي كانوا يديروا فيه الورد زمان هذا حاجة كبيرة كاع فضة ومكتوب كاع بالفضة. ميم الكتيبة تاعهم هما كانوا حتى الكتيبة عندها واحد الشارم هنا مكتوب مصابرة ظفرة من بعد من جدة
وجده ومن بعد نهبط شوفي من صبرة ظفر من جدة وجده نهبطوا لتحت نبداو منا شوفي بالشكر تدوم النعم كلها صبرة ظفر من جدة وجده بالشكر تدوم النعم كلها كانوا فنانين حتى في الكتيبة تاعهم Je sais pas si tu l'as. J'étais en train de parler de pâtisserie. Bonne adresse de pâtisserie, de beurre croissant au beurre. Bizarrement, je vais vous parler de croissant au beurre dans quelques instants. Bonjour madame. Les chiffres Hamid Ghofa. Les chiffres, oui, je les ai. Normalement, il les a donnés dans le reportage. Ça va. Très bien, alhamdoulilah. ما تجينيش يا اخي. لا نجينا. ما تجيناش. C'est pas la première fois. Mais رانا en direct avec bien. معليش ورا المشكل. Ben voilà, elle a tout compris. Non mais c'est très bien. Non mais juste pour, on était en train de parler de pâte à sucre, de croissant. On est resté un peu sur le, parce que c'est ça la diversité aussi de cette émission. Je veux dire, ne nous jugez pas non plus de. On parle de la prise en charge de l'autisme à un moment, et puis on va se consacrer à l'artisanat, à la pâtisserie juste après. Et puis on peut parler politique en troisième position. Et puis on finit avec, par exemple, on va parler d'investissement dans le miel, dans l'apiculture. On va parler de plantes, on va parler de protection de l'environnement et autres. C'est ça qui fait la diversité. Juste pour finir le sujet, parce que je lui parlais, donc du coup, vous m'excuserez, hein, la discussion et c'est réglé. Les meilleurs croissants que j'ai mangés, oui. c'est des croissants dans une station-service. D'accord. C'est assez bizarre, hein? Ouais. Vous savez, Ouim? Non, je ne sais pas. Oui. Moi, je vais petit pasa? Oui. Je t'ai quitté les petits pasa? فلوطوروت ولا فلافيل؟ لا في فلوطوروت. الخرجة تاع تيبازا. Vous avez la grande station-service, qui est très belle d'ailleurs. Oui, super. Avec même un resto qui vend des burgers et tout. Et en dessous, il y a la cafétéria. Et dans cette cafétéria, ils vendent des croissants au beurre. C'est bon ça. Ouais, mais j'ouvre la parenthèse. C'est là la problématique. C'est quoi? Les croissants au beurre sont importés, mesdames, messieurs. On importe le croissant roulé dans des sacs et puis on les passe au four. Ça, par contre, c'est assez difficile à avaler en parlant de croissant. Non, c'est vrai. Mais au moins, ils n'appliquent pas des prix chers. Ils appliquent des prix qui sont raisonnables. Bah, alors, rappel à tout le monde, celui qui veut faire des croissants au beurre, il y a preneur. Il y a preneur, bien sûr. Bien sûr. Madame, bonjour. Votre invitée aujourd'hui s'appelle Naïma Slimi. Oui. Bienvenue. Naïma Slimi. Slimi. Oui. Douaouda. Marhababik. Et notre chroniqueuse ce matin, notre journaliste, c'est Madame Myriam Moussaïd. Bonjour. Bonjour, Mahalad. Et aujourd'hui avec vous, on va parler de produits à base de miel. Oui. Yallah, c'est parti. Nous avons le plaisir de recevoir Naïma Slimi, donc qui est apicultrice depuis déjà 2 générations, puisque c'est un métier que vous avez hérité de votre père et que vous continuez avec vos frères jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Donc le miel, c'est tout un monde. Le monde des abeilles aussi, c'est un monde passionnant. Je l'ai bien vu avec vous. C'était vraiment un moment magnifique de pouvoir... Spécial. Très spécial. Donc déjà, rien que l'atelier, je l'ai dit dans le reportage, on dirait vraiment une petite ruche. Donc toutes ces petites mains qui travaillent, toute cette mise en place qui se fait. Mais ce que vous m'avez dit, ce qui m'a quand même assez... j'ai été assez surprise, c'est que vous m'avez dit que c'est pas aussi compliqué qu'on le croit. C'est pas compliqué parce que maintenant il y a beaucoup de formations nouveaux pour nous et c'est facile pour contacter la ruche maintenant. C'est pas comme les soixantaines parce que حنا كي بدينا في les soixantaines ما كانوش لي زيدي ما كاش لي ليفر ما كاش الانترنت ما كاش لي زيدي باش نقدروا نافونسيو في لي ريش تاعنا دونك بطريقه تقليديه دونك سيتي تراديسيونيل بكري تراديسيونيل مي دوكا الحمد لله اون ديفلوبي لا ريش بيان وكاين لي زيدي وكاين لي الكونسوماتور. C'est facile pour continuer. D'accord. Donc, Ntouma, comme quelque chose de spécial, c'est que vous fabriquez d'abord la ruche, tamroha avec des abeilles, avec la reine et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes producteur aussi de miel, vous le produisez, et tous les produits qui sont dérivés, le miel. Donc, la ruche. Voilà. Donc, quels sont, vous m'avez dit comme quoi ce qui était le moins cher, c'était le miel. Alors, ce qui est le plus cher, c'est le miel. Les produits de la ruche, c'est le miel, c'est le plus bas le prix.
Bon, premièrement. Le plus bas par rapport à quoi? À qui? Par rapport à la ruche. Parce que la ruche ماهيش تجيب غير الميل، راه يجيب plusieurs variétés. C'est ça. Par exemple نبداو مثلا سم النحل. سم النحل avec un prix خيالي يعني. أو دقيقة 500 مليون. دونك سم النحل سي وي هما يخرجوه ينردوه على شكل ليكيد أو ليكيد أون بودر. هذاك هو اللي طريشال ومام طون سي ديليكا شوية. سم النحل. لي بيك تاع النحل نحوه لاباراي. هذاك تروح دوموندي في المارشي سورتو في ليترونجي 500 مليون للكيلو وي هذا الشيء في اون الجيري مي في الخارج يكون بلوس باسكو عنده لي في ديالو راهم يداو به الطب البديل هذا راهم يديروا به دي ريزولتا اكستراوردينير دونك فوالا لازم اكثر من 1000 نحله باش تخرجي كيلو بيان سور باسكو هو خفيف باسكو الميزان ديالو خفيف هما يجوا كيما لي زيكا تاع السردين سي سا من بعد يولوا اون بودر صافي لا بودر هذيك ما توزنش سي سا مي تبد ريزولتا على بها غالي شويه دونك دي زابيكولتور ما يخدموش باسكو سي ديفيسيل بور اكسترير هاد فوالا داكور لي زابي عياو ولازم لو سويفي ولازم لي كونتيتي تاع لا روش داكور il y a aussi la propolis. Là, bon, mais juste pour que vous sachiez, dès qu'on enlève le dard de mort. Oui, elle est morte l'abeille. Non, l'appareil هذه كي نحيو هذا السم النح ما تموتش لابي. داكور. ما تموتش ان اباري سبيسيال تجوز على لا رونتري كاين فيها بتيت كورون تجوز تضربها الكورون هذيك حاجه خفيفه تدخل ميم افيك لو طون تعيا افيك لو طون تعيا نديرو لها بالك 20 مينوت ولا نحيو لاباري بلا ريش تجوز كالكو ابي تعطينا تخلي السم ديالها يجي هو يخرج على شكل ليكيد ومن بعد كي يضربوا الهواء يولي ناشف يولي كي زيكاك ولا كيما تاع السردين ومن بعد نحيوها نديروا الجهه واحده اخرى لابي لابيك ما تخرجش منها ترمي بك هذاك الماء تعاود تدخل مي كي يديروا لابيك ديريكتومون سور لا بيرسون ولا تموت لابي بيان سور لي ساكريفيي داكور دونك يا aussi les propolis. Alors non, السم النحل ابارتي من بعدها تجي لا جولي رويال. لا جولي رويال داكور. دير هذيك بون عندها بري ثاني هايل ومام طون فيه فايده بزاف للناس. لا جولي رويال ديجا الغذاء تاع الملكه. بها اللي لابي تزيد في لي جو باش تزيد تعيش بلي زاني بليتو. سي با لي جو باسكو اونتر لابي اي لا رين لابي تاكل 3 جور تاع لا جو تبقى اون ابي مي لابي كي نحبوا نردوها ان غان نعطوا لها بليس دو 5 جور 6 جور لا جولي رويال تعيش بلي زاني. تسمى نتوما اللي تخدموا لي غان؟ حنايا سي مون بير جوستومون سي سبيسياليتي دي غان. Ah oui hein? Oui. Je veux être une reine. Oui, pourquoi pas. Dans une autre vie, pas dans celle-là. ومن بعد موراها يكلاسي لا بروبوليس دير واحد 4 مليون الكيلو ابي بري ومن بعد يجي بولين. Je veux dans cette vie. Dans cette vie. D'accord, je te ramènerai la couronne alors. Le pollen, on va dire le miel. Après le miel. Donc vraiment, c'est en dernière position. Donc le miel est le produit le moins cher, c'est pour ça que oui. je dis. D'accord. Il est معروف عند les Algériens. D'accord. Et on va suivre un reportage. On va aller voir on ça va sur le terrain. Comment? À Douabda. Pour retrouver qui? Naïma et ses frères. Allez, on va aller voir ça. On m'a dit que vous étiez une dame de terrain. Ah oui. On m'a dit que vous aviez. Elle est sur tous les fronts. Vous étiez une dame de. Comment on dit? Une main de fer dans un gant de velours. Dans un gant de velours. Subhanallah, mashallah. Alhamdulillah. Yallah, tafaddalu. C'est un atelier de fabrication de ruches et tous les éléments qui la composent. Située à Douaouda, la famille Slimi est apiculteur depuis 2 générations. On croirait presque entendre le bourdonnement des abeilles. L'organisation de cet atelier nous fait penser à celle d'une ruche. Le matériel, la formation et la production de miel est un métier que Naïma Slimi suit minutieusement avec ses frères. كنا نخدموا كل حاجه مانيوال بالمنشار وكل حاجه مانيوال ومن بعد طورنا الميدان هذا تربيه النحل ولينا نديروا بزاف لي روش ولينا نلقاو الكتابات تاع النحل نقراو عليهم باش ندو معلومات ولينا نديروا دي كونغري في الخارج. العسل في القديم في الستينات ولا كان عندنا غير العسل الغابه اللي معروف عند كاع جميع الناس ومن بعد طورت شويه ولات العسل تاع البرتقالي تنحى وحده في فصل افريل فتره افريل وعسل كيدوس تنحى في الصيف
ودوكا ولينا نحبوا اكتشفنا بلي يجونا الناس من على برا باغ يجونا من الصحراء ولا يقولوا لنا اروحوا ديروا عندنا السدره ولا الحرمل ولا اكتشفنا هذه الطرق ولينا نروحوا للمناطق الخارجيه على جال باش يكون عندنا التنوع والتنوع هذا يهم المستهلك باش ديجا كي يقعد التنوع ديجا يدير فيك ثقه. Atman Slimi suit l'élevage, l'entretien des ruches, la transhumance et la récolte du miel. La vie des abeilles, il la connaît sur le bout des doigts. Un monde géré par l'organisation, le travail et la discipline. C'est ce qui le passionne et qu'il apprécie au quotidien sans jamais se lasser. Le plaisir تشوفيه في النحل كي تكوني تخدمي تحسي باللي موند كما نقولوا ربي وحال النحله هذه تشوفي عجب في صنادق سواء سل سواء نحل سواء لي لارف سواء تشوفي كاين بليزير تحسي به وتخليك دائما تحبي تروحي تولي تستناي لو لوندوما وقته يكون باش الصباح تنوضي الطوموبيل وتجي للريشي تاعك تخدمي مام يقرصك النحل اكسيتيرا مي تخليك تحبي الميتي تاع النحل. La wilaya de Tipaza compte 886 apiculteurs et produit 4500 quintaux de miel annuellement. Elle occupe ainsi la 3e position sur le territoire national. جميع اللي يحب يلجأ لينا المؤسسه في دواوده رانا كيما قلت نوفروا لهم الرغبه ديالهم وما يهمناش السن يعني اي واحد يحب يجيب غير اللباس ديالو ما عندوش كاين متوفر عندنا والسن ما يهمش باسكو الانسان كيكون متقاعد ولا يقدر يشغل روحه ب10 صناديق ولا واي انسان في البيت ديالو عنده متر كاري يقدر يدير صندوق واحد تاع تربيه النحل ولا 2 ولا يولي ويقوت ولادو ومامتو يولي يدير ثقه في الخاليه ديالو يولي ياكل منها. Grâce à la formation et au soutien de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Tipaza, la production de miel augmente d'année en année, ce qui fera baisser sensiblement le prix de ce nectar. Voilà, le prix de ce nectar que vous souhaitez faire baisser forcément. Ah ben oui. Alors c'est une histoire de famille, hein. C'est ce que vous disiez en coulisses il y a quelques instants. Votre sœur a étudié droit, dès qu'elle a fini, vous lui a dit « Aïe, à la ruche, à la Rouate, elle a ouvert une boutique. Oui. Votre maman, c'est elle qui prépare la gelée royale. Oui. C'est la reine. C'est le nettoyage de la gelée royale, oui. Ouais. Mon père, il préparait les reines. et votre père préparait les reines. Oui. Magnifique. Donc c'est un monde magnifique et en même temps... exactement. Et vous avez une organisation. Très, comme on dit, ça tourne comme une montre suisse. Mon frère, c'est le gérant. Mon frère Yassine, c'est le gérant. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que maintenant, vous faites la transhumance. Oui. Chose qui ne se faisait pas il y a une quinzaine d'années. On mettait la ruche, on la laisse stable dans le jardin ou quelque part. Mais maintenant, vous déplacez à l'intérieur du pays. Et pour les variétés. Et ça donne quoi, en fait, quand vous amenez comme ça, vous prenez vos ruches, vous les déposez à Al-Rouat, un peu partout dans plusieurs régions d'Algérie. Ça donne. C'est pourquoi que vous faites ça? Premièrement, pour le plaisir. Deuxièmement, pour les variétés. Troisième, pour la quantité. D'accord. Donc les variétés de quoi? Les variétés, par exemple, au mois d'avril, les ruches يكونوا أمتيجة. نديروا المية de l'oranger. معروف l'oranger هذا ça fait bien longtemps وحنا نديروا غير l'oranger. Mais les années 2009, 2000 non في les environs واحد quinzaine d'années ولينا نروحوا نديروا ترانزيمونس بدينا كاع بالبروميي طون بدينا بجوجوبي السدره اللي راهي محبوبه عند لي زالجيريان وي نديروها ابارتيغ دو وساره ولا غواط غردايه سا ديبون وين عندنا لي بلاص ونزيدوا نروحوا كنا نروحوا من بعد لي دوزيام ريكولت دو ميل نديروها في عين دفله نديروا ميل دو كاروت اللي ماهوش معروف بزاف عند ميل دو كاروت سوفاج وي عنده انغو تاع لي زاني 60 باسكو انغو سبيسيال لازم يجيني واحد يكون كبير في اللاجوه نعطي له يذوق له لا كاروت يتفكر هذوك ايامات زمان يقول لك هذه هي بنت زمان وي الوغ نزيدوا ولينا دوك نديروا قبل لامي تاع جوجوبي كاين دو شاردون افون في لا كونتيتي يجي لا موطارد نديروا لو شاردون هذا ولا مي ماهوش معروف في المارشي مي عنده لي في ديالو روعه في
la santé, pour la santé. Donc pour quelqu'un qui consomme du miel, il faut à chaque fois qu'il achète un miel différent? Un différent de variété, oui. Il faut un cocktail, comme les fruits, comme les légumes. Il faut un cocktail في الميل. عندك الميل دوكا ولا دخلنا للميل تاع اللبينه لو فورب نديرو فيه افلو عنده لا كولور لو غو ثقيل لو بري ريزونابل شحال البري ريزونابل؟ لي بري اون جينيرال لي بري لا راه عندنا يديروا واحد 240 000 الكيلو الكيلو مي في لو فور شويه ها ني با اوبليجي داشتي 1 كيلو كاين اللي يقدر يشري 1 كيلو باسكو كي تبيع العسل غالي يولي الناس ما يشريوش بزاف تحبط لو بري بزاف وي كملي تحبط لو بري بزاف يقول لك هذا عسل ماهوش فغي باسكو الناس بكري توالفوا بلي بري تاع 800 700 الكيلو كاع دوك انت واش جاب 700 240 ولا ما سي كلير وحنا كيما يقولوا واش يجينا في البال كي نشوفوا ان بري اوسي با نقولوا ماشي عسل وكاين اوسي ان ديتاي que les gens ont toujours tendance à ramener sur on va dire sur le devant de la scène, c'est on dit comme quoi un peu dans les apiculteurs vous nourrissez les abeilles avec du sucre. Mais on m'a expliqué, on m'a dit pourquoi est-ce que vous faites ça? شوفي حنا في لي زاني 60 69 كنا ما ناكلوش باسكو ما كانش عندنا الفكره ما كانش ديفلوبمون ما كان كتاب ما كان انترنت ما كان طياره ايمي دوكا كاين ديفلوبمون كان نديرو دي فورماسيون في الخارج دي كونغري كي نديرو دي كونغري عرفنا على النحله باللي لازم طعميها بمحلول سكري باش تغذي اليرقات باش تبني لا ريش تاعها الو كاين كيما البقر ياكل الحشيش هذاك الحليب. اي با تري بيان كومون سابيل فوت مارك واش مع الشركه تاعك؟ سليمي. Merci madame Slimmy. Merci beaucoup Myriam. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ce week-end. Prenez soin de vous et ciao camarades. Merci beaucoup.